Bienvenue dans notre nouvelle émission Semence Mag. Alors aujourd'hui, nous allons parler de lait, de vache et d'alimentation. En effet, le lait fait partie des produits de notre consommation courante, dans le yaourt, la crème fraîche, dans tous ces produits magnifiques. Et on le sait aujourd'hui, la qualité alimentaire de ce que nous donnons à manger à la vache sert la qualité des produits que nous consommons. C'est ce que nous allons découvrir aujourd'hui avec nos invités. Marie-Thérèse Bonneau, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes éleveur en Vendée et secrétaire générale de la Fédération nationale des producteurs de lait. Alors je suis vice-présidente maintenant, mais ce n'est pas ça le plus important. Je produis du lait en Vendée, effectivement, avec une soixantaine de vaches laitières. Je pense qu'on va décrire un petit peu leur plateau d'alimentation. Tout à fait. Alain Auréjac, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable semences chez Invivo, c'est une coopérative. Tout à fait, c'est une union de coopératives et donc on vend des graines pour semer des prairies pour les éleveurs en lait et en viande. Très bien, merci. Michel Dantin, bonjour. Bonjour. Vous êtes député européen et vous allez nous parler également aujourd'hui de la spécificité européenne et nationale de l'alimentation de notre élevage. Martial Marguet, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes également éleveur dans le Doubs. Producteur de lait avec de la Montbéliarde en montagne, 3 foyers sur une exploitation et on en vit. Et vous êtes également président de l'Institut de l'élevage. Voilà, l'amélioration du revenu des éleveurs au quotidien. Alors, Alain Auréjac, la première question que j'aimerais vous poser aujourd'hui, c'est quel est l'élément que l'on retrouve le plus couramment dans l'alimentation de nos élevages? Alors si on parle lait ou vache, on trouve en priorité de l'herbe, qui peut être naturelle ou semée avec des semences. Ça peut être de l'herbe donc, qui est soit récoltée en verre, soit récoltée en foin, parce que l'animal doit ruminer, il lui faut du sec. Et on peut retrouver aussi du maïs, donc en ensilage, qu'on peut retrouver aussi en herbe. Et en dernier lieu, qui est pour équilibrer la ration, déconcentré, avec de l'énergie amenée par les céréales, blé, orge, enfin surtout orge, mais aussi des protéines amenées par les tourteaux, essentiellement du soja, mais aussi ça peut être du colza. Donc expliquez-nous, on a des prairies qui sont semées actuellement en France, ça ne pousse pas tout seul? Alors on a les deux, on a les prairies naturelles, et Martial en parlera tout à l'heure au niveau du Montbéliarde, mais aussi on a des prairies qui peuvent être semées, ce qu'on appelle les prairies temporaires, et elle nous en parlera tout à l'heure donc, au niveau de la Vendée. Donc, et pour ça, il faut sélectionner des variétés, les produire et les semer, donc semer des graines, c'est des graines qu'on sème, et si on ne sème pas, on ne récolte pas. Donc c'est le point de départ de toute culture. De toute culture. Alors, Michel Dantin, on dit qu'on a une spécificité française aujourd'hui dans l'alimentation de nos vaches laitières avec une place prépondérante donnée à l'herbe. Est-ce une réalité? La France n'est pas le seul pays à avoir une place aussi importante pour l'herbe. Il faut rappeler que l'herbe est quand même l'aliment de base d'un herbivore et les vaches laitières appartiennent à cette catégorie-là. Donc il faut replacer les choses dans le bon champ, si je peux me permettre cette expression. Nous avons, au fil du temps, avec l'intensification de l'agriculture, essayé de remplacer la prairie par d'autres productions. Je pense en particulier au maïs, par exemple. Mais la ration de base dans tous les pays européens, ça reste de l'herbe pâturée, de l'herbe ramassée, de l'herbe ensilée, de l'herbe fanée, mais c'est toujours de l'herbe. Alors, mais justement, on va se tourner vers le producteur, parce que vous réalisez du comté avec le lait de vos vaches. J'ai cru comprendre que vous avez un cahier des charges bien spécifique par rapport à cette production. Pouvez-vous nous le détailler? Alors effectivement, producteur de lait en AOC comté en zone de montagne, on a un cahier des charges qui est un cahier des chances, soit dit en passant. Ce cahier des charges, il stipule qu'effectivement, l'alimentation de nos vaches, et c'est ce que vient de dire Michel, là-bas, c'est quand même l'herbe pâturée ou récoltée en sec. On a, dans ce cahier des charges, une interdiction, c'est l'ensilage. C'est une raison très simple. Ce n'est pas par rapport à la qualité de l'herbe récoltée, c'est par rapport à la fabrication du produit. Et quand on récolte en sec, on écarte toute présence de spores butyriques au maximum, qui aura une conséquence sur la transformation fromagère et notamment un risque de faire gonfler les fromages. Ah d'accord. Donc ce cahier des charges aujourd'hui vous permet d'assurer la qualité, la saveur de votre comté? Il y a un lien direct? Il y a un lien direct. Le cahier des charges effectivement encadre bien la production de lait pour arriver à un produit fini intéressant. Et je dirais que l'image
qui est aussi vecteur de rentabilité de la production que je fais et de la filière à laquelle j'appartiens, c'est effectivement les pâturages, c'est les espèces florales, c'est la richesse aromatique de la traduction d'un sol par les plantes via le produit lait et sa transformation, qui fait que le consommateur qui est devant moi a en bouche une originalité qui exprime le terroir, le travail des hommes, l'aspect génétique de nos vaches, mais aussi la qualité floristique de nos prairies. On a recensé 400 espèces florales sur mes terres. Et effectivement, la notion d'exposition entre soleil versant descendant ou soleil levant a un impact sur la flore, a un impact sur le travail que je dois faire en tant qu'éleveur. Également, Michel Dantin, vous vouliez réagir? Oui, moi je viens aussi d'un département de montagne où se produit un autre fromage sous signe de qualité qui est le Beaufort. Un bon jury est capable d'identifier de quelle montagne vient un fromage. De quel versant et de quelle montagne? Oui, on appelle ça une montagne. Parce que effectivement, la composition de la flore, la richesse de la flore se retrouve directement dans l'arôme du fromage. Donc la vache est un formidable distillateur, si je peux faire cette comparaison, pour rentrer un fourrage et ressortir un lait de qualité. Alors justement, Marie-Thérèse Bonneau, vous faites de la Primolstein et Oui. vous faites du beurre. Expliquez-nous, ensilage, pâturage. Oui, alors effectivement, c'est vrai que dans les zones dans lesquelles on est, qui est assez classique en plaine, on utilise effectivement une alimentation qui est variée, qui est effectivement, comme ça a été évoqué à plusieurs reprises, à base de fourrage et d'herbes en particulier, et de plusieurs sortes d'herbes, que ce soit d'ailleurs des graminées. Et on utilise aussi beaucoup les légumineuses et le maïs, effectivement, qui est important dans nos zones parce qu'il permet aussi d'avoir une quantité de fourrage et une qualité énergétique qui permet de produire du lait. Donc aujourd'hui, vous semez toutes ces espèces, c'est-à-dire que Eh vous oui. gérez par Alors, plante l'alimentation de vos C'est vaches. ça. C'est-à-dire que si je prends l'exemple de mon exploitation, on a une 50aine d'hectares et on a 5 hectares qu'on appelle des prairies naturelles, qui sont d'ailleurs des prairies naturelles du Marais breton, parce que je suis au sud du Marais breton. Donc, et dans ces parcelles-là, on fait du foin, exclusivement du foin. Donc là, on est sur un schéma de gestion qui ressemble un peu à ce que peut faire Martial dans ces vallons, qui est en fait une fauche et une récolte en sec pour mettre de la fibre dans l'alimentation des animaux. Et ensuite, sur le reste des surfaces, on a une bonne vingtaine d'hectares où on sème effectivement du maïs qu'on récolte en ensilage, que l'on conserve. C'est-à-dire, expliquez-nous en ensilage, vous coupez votre maïs en petits bouts, c'est ça? Alors voilà, c'est-à-dire que c'est un petit peu, on fait pousser, si vous voulez, l'ensemble de la plante, on la coupe en petits morceaux, on la met en conservation sous une bâche pour qu'elle soit anaérobie, de manière à puisse conserver ses valeurs alimentaires sur l'ensemble de la période. Et donc ça c'est à peu près sur la moitié de ce qui reste en termes de surface. Et sur le reste, on a un mélange important, c'est-à-dire qu'on a une variété différente. On sème, si vous voulez, du régras italien, c'est une sorte de graminée, du régras anglais qui a beaucoup plus la capacité de pouvoir se faire pâturer. Donc, Parce qu'en plus, elles sont sélectives, nos vaches. Ah, mais si vous voulez, chaque plante a une capacité à une meilleure performance suivant l'usage qui en est fait. Il y a une appétence pour certaines espèces. Voilà, et puis il y a aussi une meilleure utilisation de l'ensemble du fourrage. Il y a plus de talage. Alors le talage, c'est en fait, vous semez et ensuite ça fait plein de nouvelles plantes et ça permet à l'animal de bien poser son pied et de ne pas s'enfoncer dans le sol. Parce que il faut quand même savoir qu'une vache, ça fait quand même 650 kilos et que ça n'a que 4 pattes. Donc il y a un poids important et une densité sur chaque patte. Et ensuite, vous avez tout ce qui est l'utilisation aussi des légumineuses. Donc là aussi, on les sème, parfois en pur ou parfois en mélange, justement, parce qu'il y a des plantes qui ont plutôt une pousse à une période, c'est-à-dire que vous avez le régras italien, par exemple, qui pousse le premier dans ma zone, qui est un petit peu à côté de la mer. Ça repousse assez vite, ça réchauffe bien. Donc à partir du mois de mars, on commence à avoir le régras italien qui pousse. Et ensuite,
On fait manger donc celui-ci. Une fois qu'il est terminé, on passe à la pâture du raie gras anglais qui est souvent en mélange avec le trèfle. Mais lui, comme il attend que ça soit un petit peu plus réchauffé, en dessous 15 degrés, il commence pas à pousser. Donc il repousse l'été et il prend le relais, si vous voulez, du raie gras anglais qui lui, au-dessus 20 degrés, il est couché, il fait plus rien. Donc il y a une gestion extrêmement précise aujourd'hui de l'alimentation de vos élevages. Mais justement, Martial Marguet, est-ce que vous semez des plantes dans vos prairies? J'ai envie de vous répondre par nécessité, certainement. Imaginez un hiver long, 6 mois avec de la neige. Au printemps, le sol se découvre. On a un fléau, c'est le campagnol terrestre, qui mange les racines des prairies. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On a des troupeaux à nourrir. On a des signes officiels de qualité qui demandent effectivement de la présence des herbages de manière suffisante pour avoir l'autonomie fourragère. Et là, on va ressemer. Alors, on a une chance, c'est qu'effectivement, la recherche en matière de semences nous apporte des solutions. Ça, c'est un cas de figure. Deuxième cas de figure, vous avez un printemps avec une explosion végétale très importante et rapide. Et puis, vous avez les aléas climatiques. Vous avez 1 mois et demi sans eau, sur des sols peu profonds, exposés en plein soleil. Et là, effectivement, il faut trouver des solutions. Donc, associer variété florale, associer rendement productif fourrager pour répondre à une exigence qui est de plus en plus d'autonomie fourragère sur nos exploitations, moins de recours aux aliments concentrés pour avoir le produit que j'ai cité tout à l'heure. Et effectivement, on est amené parfois à semer. Alors justement, Alain Rorijac, on voit cette diversité de critères recherchés par nos éleveurs. Aujourd'hui, travaillez-vous ces critères? Oui, en fait, alors je vais faire un parallèle par rapport à ça, parce qu'en fait, on en a discuté à midi avec Martial. Je dirais qu'il y a autant de prairies que de fromage ou d'AOC de fromage, puisqu'on parlait de 45 à 50 AOC de fromage. J'aurais tendance à dire qu'il peut y avoir autant de combinaisons de mélanges, même si parfois il y en a en pur. Et je prendrai un peu l'exemple pour le grand public. On dit souvent qu'il faut manger 5 fruits et légumes. Mais si vous avez une chose à retenir, c'est de dire, voilà, en prairie, il peut y avoir au moins 5, plus ou moins, d'espèces qui font la richesse justement du foin ou de l'herbe qui est donnée à manger aux vaches. Et ce qui fait derrière, comme le disait Martial, la spécificité du fromage que vous mangez, qui est très différent, voire même peut-être d'un éleveur à un autre, parce que chaque éleveur voit la combinaison des mélanges et peut faire lui-même son mélange. Donc voilà, c'est ça qui est en fait la spécificité en fourragère, c'est qu'on peut avoir des graines très différentes. Et c'est la richesse de la combinaison qui fait ça. Donc aujourd'hui, toutes ces entreprises qui travaillent sur ces espèces fourragères, sur ces nouvelles variétés pour répondre à toute cette diversité de besoins des éleveurs, et travailler sur le territoire national. Tout à fait. Et la difficulté un peu du métier, c'est qu'on est amené à mener de front différentes espèces et à l'intérieur des espèces, différentes variétés. Donc c'est un travail fastidieux, mais ô combien intéressant et passionnant de sélectionner des fourragères dans une diversité, comme le disait Marie-Thérèse, importante et intéressante et nécessaire pour la production française, sachant que c'est les prairies donc, qui sont en France et alimentées pour les animaux. On peut dire que c'est presque du fait en France. Oui, justement, est-ce qu'on sait à peu près dans l'alimentation qui est proposée aujourd'hui pour nos vaches, quelle est la part importée? Alors la part importée au niveau de l'alimentation, que ce soit en lait ou en viande, c'est essentiellement, alors surtout en lait, c'est essentiellement les tourteaux. Les tourteaux, on parle souvent du tourteau de soja. C'est quoi le tourteau? Alors le tourteau, c'est quand vous extrayez, enfin, quand on fait du soja, c'est pour l'huile, comme le colza d'ailleurs. Et c'est ce qui reste une fois qu'on a extrait l'huile, c'est ce qu'on appelle le tourteau. Et en fait, ce tourteau-là est riche en protéines, et c'est ce qu'on recherche au travers du soja. Alors pourquoi le soja? Parce que le soja a un pourcentage qui est plus élevé que le colza, bien que la recherche est en train d'évoluer sur le colza. Et aujourd'hui, la possibilité qu'on a pour limiter cette part qui est à peu près de 15%, c'est les légumineuses. Marie-Thérèse en parlait tout à l'heure, Martial en parlait aussi un petit peu. Citez-nous quelques légumineuses. Alors légumineuses, la première qui est la plus riche en protéines, c'est la luzerne. C'est celle qui fait en pur. Et après, vous avez tous les trèfles. Trèfles violets, c'est des plantes que vous voyez qui sont belles au printemps, qui ont des couleurs violettes, qui ont des couleurs blanches, qui ont des couleurs un peu rougeâtres. Qui sont appétissantes pour nos vaches alors. Voilà, qui sont très appétissantes parce que dans les critères recherchés par les éleveurs, il y a bien sûr la production, le volume, comme le disait Martial, c'est important, mais aussi la qualité au travers de la finesse de la plante et de la digestibilité. Parce que c'est bien, c'est bon, mais il faut que ce soit digestible. Donc voilà. Et les légumineuses, pour ça, apportent un pendant et pouvoir se substituer au soja.
Alors justement, Michel Dantin, en France, on a développé un plan protéines, le plan protéines végétales pour la France 2014-2020, pour justement renforcer notre capacité de production de plantes protéines. Pouvez-vous nous expliquer de quoi s'agit-il et quels sont les grands objectifs ? Le plan protéines, il vise à inciter, à travers des mesures agro-environnementales, les agriculteurs à développer sur leurs exploitations des cultures de plantes protéineuses. Cette technologie, elle vise à une meilleure durabilité des exploitations. Elle vise aussi, soyons très clairs, à limiter nos importations. Ça a été évoqué, de tourteaux de soja, par exemple, qui vient du Brésil. Et notamment dans les régions où on veut absolument garantir des productions sans OGM, il est important de pouvoir avoir une ressource locale de protéines. Le plan protéines a cette ambition-là. Cette ambition. Alors justement, Alain Auréjac, par rapport à ce plan protéines, qu'est-ce qui aujourd'hui, en tant qu'éleveur, vous inciterait et vous... Pardon, Martial Marguet, excusez-moi. Mais j'aimerais aussi qu'Alain puisse répondre à cette question. Qu'est-ce qui vous inciterait aujourd'hui à cultiver plus d'espèces protéagineuses ? Eh bien d'abord, l'autonomie qui serait procurée sur l'exploitation, pouvoir démontrer une traçabilité qui correspond à l'ambition d'un produit, avoir aussi la notion économique des choses, et puis surtout garantir que demain, pour le consommateur, la recherche française et l'utilisation de la semence que je vais faire pour semer de la protéine ait du sens. Parce que donner du sens à l'agriculture, donner du sens à nos métiers, à nos produits, je pense que c'est quand même quelque chose de fondamental. Ça, c'est un premier point. Et deuxième axe, et on ne peut pas l'oublier, c'est la sécurité économique. Parce que si je suis sûr d'avoir une récolte, d'avoir le nécessaire pour la période hivernale que j'ai évoquée il y a quelques minutes, je suis un peu plus tranquille le soir. Et si je dois avoir recours qu'à l'achat, la fluctuation, le cours des monnaies et compagnie, on peut se poser des questions. Certes, il y a les coopératives pour nous accompagner, mais on est aussi prudent quand on est producteur. Donc, Tout à fait. Alors justement, Alain Auréjac, au niveau des coopératives, qu'est-ce qui aujourd'hui est mis en place pour justement aider les éleveurs à développer des cultures des cultures riches en protéines en France ? Aujourd'hui, il n'y a pas 50 solutions. C'est les légumineuses qui peuvent apporter les protéines, puisque les graminées apportent de la partie énergie. Donc c'est les légumineuses. Maintenant, on ne pourra pas faire qu'avec des légumineuses. Il y aura toujours obligation, si on parle en lait pur, dans certaines régions, hormis les cahiers des charges, comme le disait Martial tout à l'heure, sur certains fromages, on sera obligé d'avoir des tourteaux. Ce que je peux vous dire de manière confidentielle aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, le tourteau, c'est essentiellement du soja. Mais sachez qu'il y a, même si ce n'est pas dans les fourragères, mais sachez qu'au niveau du colza, il y a des entreprises qui font de la recherche pour améliorer le taux de protéines du colza pour essayer d'arriver au niveau d'un soja. Donc demain, peut-être, alors je rêve, pourtant je suis bien réveillé, mais je rêve, et peut-être que demain, dans 5 ans, on aura des tourteaux de colza qui remplaceront le tourteau de soja. Et ça serait une bonne chose parce que le colza est une culture principale en France, en production en France. Alors justement, Marie-Thérèse Bonneau, quel est votre rêve demain ? Qu'attendez-vous exactement de la recherche et justement de toutes ces évolutions ? Je pense effectivement qu'on attend de la recherche qu'elle nous donne plus de potentiel dans toutes les plantes que l'on sème pour pouvoir répondre à nos attentes vis-à-vis de l'équilibre alimentaire de nos animaux. Et il y a une demande très légitime des consommateurs sur la traçabilité de ce qu'on peut faire comme production. Et un des meilleurs gages, sans doute, de traçabilité qu'on pourra faire, c'est faire évoluer le fait qu'on puisse produire dans un périmètre très proche de l'exploitation, si ça n'est pas sur l'exploitation, l'ensemble des plantes qui permettront à faire l'équilibre alimentaire qui sera le sien. Et je suis très attentive à ce que dit mon voisin sur la capacité protéique espérée du colza, parce que c'est effectivement une de ses faiblesses aujourd'hui, et qu'à coût égal, parce que bon, de toute façon le marché est celui-ci, c'est-à-dire qu'aujourd'hui il y a une certaine relation de tarifs entre le colza et le soja. Si à coût équivalent, il récupère, je dirais, son retard sur sa concentration en protéines, il sera bien sûr un très fort candidat à l'entrée dans l'exploitation. Même si aujourd'hui, on utilise chez moi la moitié de la complémentation en colza, pour une raison qu'on n'a peut-être pas le temps de développer là, mais qui correspond au sujet dont on veut parler, c'est sur l'équilibre alimentaire et la variété du nombre d'aliments qu'on met à disposition des animaux
parce que je veux aussi pouvoir dire que l'équilibre alimentaire des animaux est quelque chose qui est très suivi par les éleveurs. Il est extrêmement surveillé. Moi, j'ai tendance à dire que si vous voulez, quelqu'un qui se surveille médicalement va voir son médecin tous les 2 ou 3 mois. La vache laitière, plutôt 3 et 4 fois dans le mois, elle a une prise de lait, si vous voulez, pas une prise de sang, mais une prise d'échantillon de son lait, dans laquelle on peut repérer si son alimentation ne lui pose pas de problème métabolique. Et parfaitement adaptée. Et voilà, et qu'elle est bien adaptée, et que la gestion sanitaire, si vous voulez, c'est important qu'une vache soit en bonne santé pour faire du bon produit. Michel Dantin, aujourd'hui on voit l'importance de la qualité de notre élevage français et des produits. Avez-vous par rapport à nos confrères européens, nos collègues européens éleveurs, est-ce qu'il y a des modèles à suivre aujourd'hui, ou vous pensez que le modèle français est encore le modèle qui inspirera? Non, il ne faut pas faire preuve ni de chauvinisme ni d'égoïsme. Nous avons toujours à apprendre des autres et il faut aller regarder ce que savent faire les autres, comment font les autres. Ça vaut à l'intérieur des frontières européennes, ça vaut également en dehors des frontières européennes. Ce que je voudrais souligner, c'est que si l'agriculture européenne et l'agriculture française a fait le bond de modernité qu'elle a fait au cours du demi-siècle qui vient de s'écouler, c'est parce qu'elle a été appuyée par une recherche performante. Recherche publique à travers l'INRA, recherche privée à travers un certain nombre d'instituts. Et si nous voulons que l'agriculture française et européenne continue à répondre à la demande d'un consommateur qui évolue, il faut le reconnaître, mais aussi, je veux le souligner, à une demande mondiale qui va croissante. Nous avons 50 millions de bouches supplémentaires chaque année à nourrir sur la planète. Il faudra continuer les travaux de recherche. Nous avons besoin de la recherche pour corriger certaines erreurs du passé. Il faut avoir l'humilité de reconnaître qu'on a fait à certaines époques avec ce que l'on savait. On sait aujourd'hui différemment, il faut chercher pour corriger. Je pense par exemple à des problèmes de pollution, dans lesquels on sait que la plante et le sol peuvent avoir une formidable réponse. Et puis, il nous faudra également travailler sur la recherche par rapport à des aliments nouveaux, par rapport aux capacités de transformation. On sait aujourd'hui que suivant les races de vaches, par exemple, on n'a pas tout à fait la même fromageabilité du lait. Voilà des facteurs sur lesquels on a peu travaillé jusqu'à présent, mais sur lesquels la recherche publique comme la recherche privée doit continuer à nous apporter des réponses. Je crois qu'il est important de faire confiance à la recherche pour trouver des solutions pour demain. Très bien, merci beaucoup. Merci à vous tous de nous avoir fait découvrir l'alimentation de nos vaches. Et je vous donne rendez-vous, je vous dis à très bientôt et à demain pour une nouvelle émission de Semence Mag. Et n'oubliez pas, d'ici là, la semence est au cœur de la vie. So send